Merci. Merci Julien. Alors je vais vous parler de delivery de messages, et plus particulièrement de delivery de messages exactly once. Avant ça, quand même, je vais me présenter un peu. Moi, c'est Augustin, ça fait presque 3 ans que je travaille chez Octo, et je fais de la data science, donc machine learning, IA comme on dit aujourd'hui. Je fais de l'hierarchie big data, tout ce qui est Hadoop, base de données distribuée, consensus distribué aussi, théorème CAP dont Borémy vous a parlé. Et puis j'ai un péché mignon, c'est l'Ops. J'adore automatiser des infrastructures, déployer des choses, faire des manips système, bref, du truc bien bas niveau. Et donc je voulais vous parler de delivery exactly once. Alors c'est pas forcément le sujet le plus à la mode, c'est-à-dire que ça parle pas de blockchain et ça parle pas d'intelligence artificielle, ni d'autres trucs cool. Mais c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Voilà. Il y a des tenants et aboutissants qui sont bien disparates, bien pointus. C'est pas tant abordé que ça. On trouve des posts de blog qui parlent un petit peu de delivery de messages, mais on va rarement dans le fond des choses, et pourtant c'est essentiel. Quand on parle d'un broker de messages, les garanties qu'il apporte, c'est juste un élément clé de notre architecture. Puis il y a quelques mois, je lisais le blog de Kafka, c'est super intéressant, et à un moment, il parlait de delivery exactly once. Puis j'ai trouvé le post un petit peu biaisé. Je me suis dit, ok, faut qu'on fasse quelque chose, qu'on détaille un peu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça veut dire exactement exactly once? Alors pour tout le reste du talk, je vous propose qu'on se place dans un contexte qui est celui-ci. C'est-à-dire que j'ai un broker de messages qui interagit avec des clients. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Mon broker de messages, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est juste un logiciel. On peut écrire des messages dedans, donc j'ai des clients qui écrivent. Et puis, il y a des clients qui peuvent lire des messages. Et donc lui, en fait, il fait un peu passe-plat entre les deux. Il a plusieurs topics, fils. Les noms varient entre les différentes implémentations, mais l'idée, c'est que ce sont des regroupements de messages qui portent la même sémantique. Donc ici, j'ai le topic rouge, voilà, qui porte des messages sur le sujet rouge, et puis j'ai le topic bleu, qui porte des messages sur le sujet bleu. Principal intérêt de ces brokers, c'est qu'ils permettent d'introduire en fait de l'asynchronisme dans notre SI. Ils vont nous permettre de découpler des applications. Ordinairement, celui qui écrirait des messages communiquerait directement avec son destinataire. Le problème, c'est que si l'un des deux a un petit souci, l'application tombe, tout le système ne marche plus. Notre broker, il se met au milieu, puis je peux avoir mon client qui écrit des messages dedans. Si jamais le receveur n'est pas disponible, il a trop de charge, il est tombé, il faut qu'il récupère un backup, quelque chose. Il dit, ok, pas tout de suite, je viendrai dépiler les messages après. Les brokers de messages, vous en avez plein, ça c'est pas un problème. Ça pousse un peu partout. Les plus connus, c'est les EtoileMQ, RabbitMQ, ActiveMQ. Vous avez tous ceux qui sont proposés par Azure, par AWS. Vous avez Redis qui peut être utilisé comme un broker de messages. Et puis vous avez évidemment Kafka. Voilà, Kafka, c'est le turfu, c'est marqué partout. Si vous n'avez pas un Kafka, vous êtes un peu has-been. Enfin, moi je plaisante, mais il y en a qui le croient. Alors comment ça marche? Si on reprend les fondamentaux, j'ai mon broker, puis mon client arrive et demande au broker, ok, passe-moi le prochain message. Et le broker lui répond, voilà, le prochain message, c'est le message A. Okay, donc faisant bon usage. Mon client lance un processus, puis à un moment, il va s'acquitter auprès du broker, c'est-à-dire qu'il lui dit, ok, c'est bon, le message A, je l'ai bien lu. Et là, notre broker peut noter, ok, message A, c'est bon, il a bien été reçu, je l'ai délivré. Tout le terme délivré. Et les fois d'après, si on me demande d'autres messages, j'envoie le message B, le message C, ainsi de suite. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a deux notions fondamentales. La première, c'est la notion d'acquittement. J'ai une interaction entre mon broker et mon client qui vient dire « Ok, j'ai bien reçu ce message, c'est bon, je l'ai ». Et la deuxième, c'est qu'il y a un état. Il y a un état qui est partagé, c'est-à-dire que les deux sont d'accord pour dire « Le message A, c'est bon, il est dépilé. J'en ai plus besoin. Limite, je peux le jeter, c'est pas grave. » Ici, c'est le broker qui porte cet état. Ça pourrait être le client.
Les deux implémentations existent, ça dépend du broker que vous utilisez, ça dépend de l'implémentation, d'un certain nombre de choses. Bref, pour le reste de la présentation, je vais rester avec le broker qui porte l'état. C'est pas l'important, toutes les conclusions qu'on va voir sont toujours les mêmes. Par contre, quelque chose qui est important, c'est que notre broker et nos clients, ça forme un système distribué. Ce n'est pas forcément le broker lui-même qui est distribué. On a des brokers mononeux qui marchent très bien. Kafka, dans le fond, pourrait être mononeux. Par contre, mon broker et ses clients, ça, c'est un système distribué. Ce sont des acteurs qui sont indépendants, qui peuvent tomber indépendamment les uns des autres, qui communiquent à travers un réseau. Je peux avoir mon client qui tombe, je peux avoir une partition réseau. Chacun ne sait pas si c'est l'autre qui est tombé, si c'est le réseau qui est down. Donc mes éléments sont faillibles. Typiquement, si on reprend ce qui se passait avant, j'ai mon client qui arrive, qui demande un message, on lui sert le message A, puis il commence à le processer, donc il va faire des trucs, faire des calculs, déchiffrer des messages. Et puis à un moment, il fail. La JVM est tombée, l'application est tombée, le réseau est tombé, donc l'acquittement n'est jamais parvenu au broker. Bref, il y a une panne, quelque part. Et puis, le client se relance, il arrive, il demande le prochain message. Puis là, on est un peu embêté. On se dit, je lui sers le message A. Ouais, mais le message A, peut-être qu'il l'a déjà vu, peut-être qu'il l'a traité en entier, en fait. Mais en même temps, si je lui sers le message B, si ça se trouve, il n'a pas eu le temps d'enregistrer ce qu'il faisait avec le message A. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Voilà, ça n'existe pas. Cette réponse, c'est ce qu'on appelle notre stratégie de delivery. Il y a 3 grandes familles de stratégies de delivery. La première, c'est at most once. At most once, c'est, on va dire, la plus simple, la plus naturelle. J'envoie le message, advienne que pourra. Si le client le reçoit, bah, tant mieux. Puis s'il ne le reçoit pas, tant pis pour lui. At most once, je reçois le message au plus une fois. At least once, c'est un peu l'inverse, c'est ceinture bretelle, je vais me débrouiller. On va voir comment. Pour que chaque message soit reçu au moins une fois. Alors peut-être qu'il sera reçu 2 fois, peut-être qu'il sera reçu 10 fois, mais il sera lu au moins une fois, je ne vais pas perdre d'infos, ça c'est sûr et certain. Et puis exactly once, c'est un peu le Graal, on se dit, bah, c'est vrai que si on sait faire de l'exactly once, je reçois le message une et une seule fois, à quoi bon faire les 2 premières? Alors at most once, on va être obligé de rentrer un peu dans les détails, comment ça marche, c'est quoi exactement l'implémentation, pour voir ce qu'il en est sur l'exactly. Dans at most once, j'ai mon client qui arrive, qui demande un message, prochain message au broker, et le broker sait que le prochain message, c'est message A. Donc il lui envoie le message A, et puis en même temps, le broker, il note tout de suite, ok, le message A, c'est bon, je l'ai envoyé, c'est fait, j'ai plus besoin de m'en soucier. Mon client lance son processus, voilà, il traite le message, puis à un moment il fail, comme on a vu. Ça arrive. Bah, quand il arrive, il revient, il demande le prochain message, on lui donne le message B. Et si j'ai pas été au bout du traitement du message A, tant pis, c'est pas grave. Alors l'at most once, principale vertu, c'est que c'est KISS. KISS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Keep it simple, stupid. Donc c'est le plus simple à implémenter, plus facile à utiliser, il y a 0 problème. C'est OK avec certains cas métiers, si le message porte un changement mineur, un changement cosmétique dans l'interface, faites de at most once. Voilà, on ne va pas s'embêter avec des garanties de delivery plus compliquées. Même si vous avez un site de e-commerce et que votre message porte l'ajout d'un objet dans le panier, a priori, s'il y a une failure côté client, c'est dans le tunnel de paiement, dans la gestion du panier, vous avez peut-être des problèmes plus importants que de ne pas réussir à ajouter des objets à un panier. Parce que là, pour l'instant, vos utilisateurs, ils sont incapables de payer. Donc finalement, que les objets arrivent dans le panier ou pas, peu importe. Et puis, ce qui se fait souvent dans le monde bancaire, je complète mon delivery de message par un petit batch quotidien qui va venir réconcilier mon système émetteur et mon système receveur, qui va dire, OK, bah, y a certains messages qui ne sont pas passés, je ne le traite pas immédiatement, je le traite 24 heures plus tard, et ce n'est pas grave, parce que ce sont des cas marginaux. At least once, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai mon client qui arrive, qui demande le prochain message, on lui sert,
message A. Il lance son processus et puis il n'arrive pas à envoyer l'acquittement parce que voilà, le réseau est tombé, il y a une partition, comme Borémy vous l'a expliqué tout à l'heure. Et plus tard, le réseau revient, et quand mon client redemande le prochain message, on lui resserre le même, message A. J'ai la garantie de ne pas perdre d'informations. Sur mon receveur, je verrai toujours l'information portée par le message A. Alors je la verrai peut-être 2 fois, mais c'est sûr que je la verrai. Donc c'est par nature OK avec la plupart des cas métiers parce qu'on ne perd pas d'infos. Donc on est quand même plutôt tranquille. Et puis on peut toujours faire un petit batch. Pareil, 24 heures plus tard, on corrige les messages qui sont arrivés en double, on enlève les opérations en double, puis tout se passe bien pour tout le monde. Et la dernière. Alors on va essayer de faire ensemble du exactly once, et puis on va voir que c'est un petit peu compliqué. J'ai mon client qui demande le premier message, et on lui sert le message A. Jusque-là, tout se passe bien. Il lance son processus, puis dans ce processus, à un moment, il fait appel à un système externe. Donc il appelle une base de données pour écrire une ligne, par exemple. J'ai mis une base de données, mais ça pourrait être l'envoi d'un mail, ça pourrait être l'appel de l'API d'un partenaire. Il fait cet appel, et puis il tombe. Voilà, la JVM a encore tombé. Quand le client revient et qu'il demande « Ok, donne-moi le prochain message », qu'est-ce qu'on fait? Si je resserre le message A, j'ai un petit souci parce que je vais écrire 2 fois dans ma base de données. C'est quand même un peu gênant. Mais en même temps, si je sers le message B, je ne suis pas sûr que le processus du message A ait été complet. Peut-être que j'avais une autre ligne à écrire dans ma base de données. En fait, cette interaction avec un système externe, elle m'empêche de dire exactement c'est quoi exactly once. À partir de quand est-ce que je dois considérer qu'un message a été joué ou au contraire que je dois le rejouer parce qu'il n'a pas été processé correctement. C'est le grand drame d'essayer de faire de l'exactly once, c'est qu'en cas d'interaction avec des systèmes externes, je suis incapable de le définir. Il y a peut-être une solution qu'on pourrait trouver, c'est il faudrait synchroniser la base de données pour qu'elle écrive en même temps qu'on note dans le broker que le message a été lu. Alors pour ça, j'ai 2 nouvelles pour vous. La bonne, c'est que c'est possible. Il y a des techniques qui existent. La mauvaise, c'est qu'on n'en veut pas. Comment est-ce qu'on fait? En fait, j'ai mon broker qui parle déjà avec mon client, puis mon client qui parle avec ma base de données. Il y a ce qu'on appelle de l'atomic broadcast. Atomic broadcast, c'est quoi? C'est j'ai une opération que je veux atomique, c'est-à-dire qui sera exécutée de façon synchrone, d'un seul tenant, sur plusieurs systèmes broadcast. On sait le faire. Il y a des systèmes de consensus distribués, vous en avez plein, Paxos, Zab, Raft, etc., qui permettent de faire ce genre de choses. Par contre, à la base, j'avais pris mon message broker parce que je voulais découpler un peu mes applications. Donc d'un côté, j'avais un émetteur, d'un côté, j'avais un receveur. Ils ne se parlaient pas directement, il y avait un message broker entre les deux, et c'était très bien. Quand je fais de l'atomic broadcast, ça requiert un grand degré de coordination, parce que c'est du consensus distribué. Et donc je suis en train de recoupler des parties du SI qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de ces solutions-là. Si on part du principe qu'on veut faire de l'asynchrone dans mon SI, typiquement du messaging, je ne peux pas me permettre d'avoir ce genre de technologie employée, et donc je ne peux pas garantir que mon message sera lu une et une seule fois. Ça se formule comme ça. En fait, le delivery de message exactly once à l'échelle d'un SI, donc avec plusieurs applications, c'est impossible. C'est impossible, et même plus que ça, on ne peut pas le définir. Il y a des cas où on ne sait pas dire ce que c'est. Alors tout ça, c'est quand même des messages assez forts. Et puis on se balade sur le blog de Kafka, et à un moment, on lit, c'est super cool, il y a plein d'articles. Et puis on tombe sur un article où Kafka, ils disent, ok, ça a été difficile, assez difficile, mais nous, le delivery exactly once, on l'a fait. Bam. Problème résolu, c'est bon, on check là, c'est fini. Alors moi, j'étais un peu embêté, je disais, waouh, mince, je croyais que c'était impossible. Comment est-ce qu'ils font? Ce qui est cool avec Kafka, c'est qu'ils jouent le jeu de l'open source.
Ils expliquent bien comment ils font les choses, comment ils implémentent, et puis il y a leur code. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors l'article, il est un peu long, donc je ne vais pas vous le faire en entier. Mais en gros, ce qu'ils font chez Kafka, c'est ça démarre comme d'habitude. J'ai mon client qui arrive, qui dit « Ok, je voudrais le premier message du topic. » Je lui sers le premier message du topic, message A. Tout va bien. Ça se complique au coup d'après. Il dit « Ok, Kafka, je voudrais que tu fasses un truc bien précis. Je veux pas que tu notes que j'ai lu A. Je veux que tu notes que j'ai lu A, et donc, je veux écrire un autre message alpha en conséquence. Et je veux que tu fasses les deux de façon simultanée. » Kafka dit « Ok, pas de problème. » Et il prépare entre ces différents nœuds un atomic broadcast pour que d'un coup, il note message A, c'est bon, il a été lu. Message alpha, c'est bon, je l'ai écrit, c'est la sortie du message A. Et là, effectivement, on est sûr que le processus du message A et sa sortie est écrite une et une seule fois dans Kafka. Mais on a un petit problème. C'est que si on reprend notre cas de tout à l'heure, où dans le processus du message, on a une interaction avec un système externe, bah ça ne marche plus. Si j'ai une interaction avec une base de données, avant de prévenir Kafka, ok, fais-moi le commit des deux d'un seul coup, que mon client tombe et qu'il reprend, il va resservir le message A. Et je vais faire 2 fois une partie du processus du message. Donc en fait, Kafka, l'exactimont, ça marche tant que vous faites que du Kafka. C'est top. Si vous lisez depuis Kafka, que vous écrivez dans Kafka, ça fonctionne. Dès que vous avez des interactions avec un système externe, base de données, API, envoi de mail, whatever, ça ne marche plus. La garantie ne fonctionne plus. Il y a deux grandes leçons à tirer de ce truc-là. C'est que déjà, ça dépend pas mal du contexte. La garantie, exactimont, elle dépend de choses bien précises, qui ne sont pas forcément écrites en grands caractères sur toutes les pages. Là, ça dépend du fait qu'on écrit que dans Kafka. Il ne le crie pas sur les toits, ça. Et puis, la deuxième leçon, c'est que justement, tous les éditeurs vont jouer un peu sur ce flou. Ils vont dire, oui, non, moi, monsieur, je fais de l'exactimont, quand même, vous permettez. Oui, ils le font, mais ils ne vous disent pas exactement tous les tenants et aboutissants de leur contexte dans lequel ils apportent des garanties. Donc, vigilance sur ce point. Nous, on bosse dans le monde réel. Dans le monde réel, on a des bases de données, on a du legacy un peu pourri, on envoie des mails, donc voilà, ça c'est des opérations un peu compliquées. Et donc on n'écrit pas que dans Kafka. Donc on veut des vraies solutions. La solution, c'est qu'on va tricher. Voilà. Tricher, c'est pas bien, mais ça peut être bien pratique. On va tricher, on va faire du at least once. At least once, ça a un effet super cool, c'est qu'on a une garantie, c'est de ne pas perdre d'informations. On est sûr que chaque info, elle sera traitée au moins une fois, donc au moins je ne perds pas d'informations. Et puis on va se débrouiller pour que si je vois 2 fois un message, ça n'ait pas d'incidence. C'est comme si je le voyais qu'une fois. Et de cette façon, on fait du fake exactimont. Pour éviter le double impact, il y a 2 grandes stratégies, c'est l'idempotence et la déduplication, qu'on va essayer de voir un peu en détail. L'idempotence. C'est une opération qui a le même effet quand on l'applique une ou plusieurs fois. Multiplié par 1, c'est idempotent. Fois 1, fois 1, fois 1, c'est toujours pareil. Repeindre cette salle en rouge, c'est idempotent. Je peux la repeindre une fois ou 100 fois, elle sera toujours rouge à la fin. Par contre, multiplié par 2, c'est pas idempotent. Fois 2, ça fait fois 4. L'idempotence, c'est la solution, on va dire, la plus naturelle. Il y a plein de problèmes qui se modélisent très bien de façon idempotente. Ça se fait avec des messages d'état, mais ça ne suffit pas tout seul. Il faut que ces messages d'état, ils n'aient pas d'effet de bord. Un message d'état, typiquement, c'est le message qu'on a là-haut. Je dis, vous êtes un éditeur de jeux vidéo, et puis ce message, il dit, voilà, quand un joueur a modifié la couleur de son personnage. Couleur égale bleu, c'est un message d'état. La couleur, c'est bleu. Peut-être qu'avant, c'était jaune, vert, rouge. On s'en fout. Maintenant, c'est bleu. C'est un message d'état, on pourra peut-être faire de l'idempotence. Le message d'en bas contient le différentiel avec la couleur d'avant. Là, c'est un message d'action. Ok, il faut ajouter telle valeur au code RGB de la couleur pour la modifier. Si je joue 2 fois le message d'en bas, j'aurai jamais d'idempotence. C'est impossible.
Mais on a des petits effets de bord. Si je prends mon message d'état, et je dis, voilà, je vais encourager l'activité des joueurs, donc dès qu'en fait, ils vont changer la couleur de leur personnage dans le jeu, je vais incrémenter leur solde, parce que j'ai envie de favoriser l'activité. Bah, mon message d'état, quand il est lu, il a un effet de bord. Je vais faire une écriture dans ma base de données, et si je joue 2 fois mon message, je ne suis pas idempotent. J'ai ajouté +2 au solde du joueur au lieu de +1. Donc vigilance, les messages d'état, c'est cool, ça peut permettre de faire de l'idempotence, c'est pas suffisant. Et puis, il y a des cas un peu plus compliqués, comme les transactions bancaires. Alors, il y a forcément des banquiers dans la salle. Bah, les transactions bancaires, par nature, c'est pas idempotent, quoi. C'est une transaction, c'est une action, c'est une opération synchrone entre 2 systèmes qui se mettent d'accord pour changer leur état de façon cohérente. Donc avec ça, faire de l'idempotence, c'est impossible. Je peux faire 2 fois un virement de 100 €. Comment est-ce que je les différencie ? Donc la solution, c'est ce qu'on appelle la déduplication. Alors c'est un peu plus tricky. L'idée de base, c'est dans mes applications qui consomment des messages, dès que je reçois un message, j'ai ce qu'on appelle un message store, qui est embarqué par l'application, et qui liste tous les messages que j'ai déjà vus. Quand je reçois mon message, je vais regarder, bah tiens, est-ce que celui-là, j'ai déjà vu ? Si oui, bah je drop, je l'ai déjà traité. Puis sinon, je passe le message à l'application, et au moment où elle juge qu'elle a fini de le processer ou que c'est cohérent de dire qu'elle l'a processé, elle ira l'inscrire dans le registre du message store. Exemple, j'ai un chèque numéro XYZ pour créditer mon compte de 100 €, ça me fait plutôt plaisir. Bah, quand il arrive dans mon application, je fais un petit select étoile where le numéro du chèque égale XYZ. Si je ne reçois rien, c'est que j'ai jamais vu ce chèque. Tranquille, je peux le processer et créditer mon compte. La déduplication, c'est la façon de faire si on a des messages qui, par nature, ne peuvent pas être idempotents. Donc au final, on ne sait pas faire du exactly once parce qu'on est dans des contextes distribués, on a un broker, on a des clients qui sont séparés par des réseaux qui peuvent tomber, mais on s'en sort. Parce que finalement, on accepte de ne pas faire du once and exactly once. On dit, OK, je vais faire at least once, je vais voir la donnée à coup sûr, et je me débrouille pour que si je la vois 2 fois, bah, ça n'ait pas plus d'importance que ça. S'il faut retenir quelque chose, l'exactly once, c'est impossible à l'échelle d'un SI. Voilà. N'essayez pas, vous n'y arriverez pas. C'est impossible à retenir, ça veut dire que les garanties qui sont affichées par les brokers, exactly once d'habitude, s'inscrivent dans un contexte bien particulier qui en général n'est pas votre cadre d'utilisation. Pour tricher, facile. At least once plus idempotence ou déduplication. Ou une gestion métier en disant c'est pas grave, ou un badge de correction. Mais si je veux vraiment faire ça, at least once plus une des 2 techniques. Ceux qui vous promettent de l'exactly once, ils jouent avec vous. Voilà. Ils savent bien que c'est dans un contexte bien précis qu'ils offrent des garanties très précises. Et puis, ils comptent sur le fait que vous ne soyez pas totalement au fait des détails, de l'implémentation, de comment ça se passe. Donc si j'ai un encouragement à vous donner, c'est au moment de choisir ces choses, et si possible, pas juste avant de mettre en prod, on va regarder en détail l'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire at least once sur ce broker pour mes messages dans mon application ? Merci.